Bonjour, bienvenue dans cette masterclass sur les entrepreneurs de la Silver Economy. Je suis Frédéric Serrière. L'idée de cette masterclass est de comprendre des facteurs clés de succès. Attends, c'est quelqu'un qui se connecte. Merde, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on le laisse connecter ou pas? Il sera tout seul, ça va être un peu chiant pour lui, non? Oh, ça peut être rigolo. C'est On rigolo. fait une masterclass personnalisée. Non, ce que je vais faire, je vais retenir les noms qui se connectent. Je vais en remettre un seul après, d'accord. Allô? Non, je leur enverrai le lien après, d'accord? On va être tranquille. Sinon, si on est deux, ça va perturber, là. D'accord. J'enverrai un mail juste après. Bonjour, bienvenue dans cette masterclass, les entrepreneurs de la Silver Economy. Je suis Frédéric Serrière. L'idée de cette masterclass est de comprendre les facteurs clés de succès du développement d'un projet sur la Silver Economy. Ce replay fait partie de 6 autres replays. Vous pouvez le regarder sur ma chaîne YouTube sur ageconomy.com. Aujourd'hui, nous recevons Mélanie Sousnik, qui est la cofondatrice de Colibri Intergénération. Bonjour Mélanie. Bonjour. Peut-être te présenter et puis présenter Colibri Intergénération. Puis après, vous allez voir, on va discuter de super sujets. Alors, je suis Mélanie Slupstik, je suis la fondatrice directrice de Colibri Intergénération. J'ai 39 ans, dans quelques jours 40. Je suis une maman chef d'entreprise dynamique et j'ai fondé donc Colibri Intergénération suite à, on va dire, pas mal de choses qui se passaient dans ma tête et surtout du personnel, c'est-à-dire ma grand-mère, hein, le choix de changer de lieu de vie. Et donc, est né en 2019 le premier site internet dédié à la cohabitation intergénérationnelle entre un jeune et un senior qui proposait un matching automatisé basé sur les affinités de la vie du quotidien et ce partout en France. D'accord. La cohabitation intergénérationnelle, est-ce que tu peux un petit peu décrire ce dont il s'agit? Oui, bien sûr. Alors, la cohabitation intergénérationnelle est encadrée par une loi qui est la loi Elan, qui est très stricte, qui signifie que c'est une personne de plus de 60 ans qui est propriétaire ou locataire, qui va accueillir chez elle un jeune, donc étudiant ou jeune actif qui a moins de 30 ans, pour à la fois lui permettre de se loger, mais aussi pour partager des actes de la vie quotidien, comme un thé, un café, du sport, des jeux, la télé, etc. L'objectif de cette loi, c'est aussi d'encadrer la cohabitation intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut que la chambre fasse plus de 9 mètres carrés, qu'elle soit meublée et que les revenus demandés par le senior qui héberge soient solidaires. Ça, c'est un point extrêmement important sur lequel on attache beaucoup de sens dans notre quotidien. On sait combien de personnes sont concernées, enfin actuellement vivent en cohabitation? Alors, c'est un chiffre qui reste à parfaire parce qu'on se rend compte un petit peu chaque jour finalement que ça se fait de la main à la main encore aujourd'hui malgré tout. Et on doit être sur des chiffres officiels entre 5 et 10 000 cohabitations intergénérationnelles qui se passent, accompagnées principalement par du réseau associatif, puisque ça fait 30 ans que ça existe en France, avec une part de plus en plus importante de la part d'entreprises privées comme nous, start-up, qui se développent sur ce marché. Après, la cohabitation intergénérationnelle, je pense que si on est réaliste, ça doit dépasser, je pense, les 10 à 15 000 binômes en cohabitation aujourd'hui. La raison pour la personne âgée, enfin, est-ce qu'il y a un profil de personne âgée qui opte pour ce type de système et quelle est la raison pour laquelle ils adoptent ce système? Alors, les personnes de plus de 60 ans, en fait, on a deux profils distincts. On a soit le tout jeune, tout nouveau senior de plus de 60 ans qui va venir chercher cette solution parce que ses enfants sont partis, son mari est décédé ou il est célibataire, hein, et a besoin de complément de revenus. Parce que la retraite, dès qu'on y arrive, on perd un certain confort de revenus financiers. Donc, la cohabitation intergénérationnelle est une réponse à cela. Et puis, on a les seniors un petit peu plus âgés qui, eux, vont choisir cette solution pour le lien social avant l'aspect financier. Donc, c'est plutôt des personnes qui ont entre 75 et 78 ans, qui sont propriétaires généralement et qui sont généralement des femmes. Mm. Les étudiants, bon, on comprend, c'est une question j'imagine, de revenus, puis de pouvoir arriver à se trouver sur les zones tendues et trouver un logement plus facilement. C'est ça. Le jeune s'inscrit sur Colibri Intergénération parce qu'il ne trouve pas de solution de logement classique. Et quand il en trouve, elles sont juste hors de prix. Donc, du coup, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Et c'est surtout qu'ils ont aujourd'hui envie de vivre différemment.
on est dans une société où on cherche à consommer de façon plus saine, moins, on va dire, on dépense moins, on consomme mieux. Nous, on fait partie de ça, en fait, finalement. On va utiliser des mètres carrés qui aujourd'hui sont inutilisés, sans sens, sans valeur, chez le senior qui a besoin d'attention. Donc, on arrive à rassembler, grâce au logement partagé, des jeunes qui ont envie de vivre avec plus de sens et des seniors qui ont envie de mieux vivre. C'est surtout ça. Alors, avant d'aborder le sujet qu'on voulait aborder pendant ces masterclass, il y a un sujet que moi qui m'intéresserait de bien comprendre. J'ai passé, alors moi qui n'ai pas de télévision, j'ai un peu de difficulté, mais je ne regarde pas de télévision, mais j'ai passé à une émission avec des investisseurs. Est-ce que tu peux parler de cette aventure? Ouais, mais c'était il y a un an pratiquement tout pile, puisque le 30 septembre dernier, nous étions sur les plateaux de tournage de l'émission Qui va être mon associé, qui est diffusée sur le groupe M6 en début d'année. Et donc, le tournage a eu lieu pour nous, en tout cas notre émission, le 25 janvier 2023. Pourquoi finalement on a fait cette émission-là? C'est parce qu'on était en phase de levée de fonds. Donc, on avait besoin de constituer un board de qualité avec de l'expertise sur des domaines que je n'avais pas. Et on m'a fait comprendre que qui va être mon associé pourrait être intéressé par mon projet. Et du coup, ben, comme tout le monde, j'ai été sur Internet et j'ai été chercher le lien d'inscription. J'ai répondu à un dossier et j'ai présenté ainsi ma candidature. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, j'imagine qu'il y a beaucoup de dossiers, en fait. À ton avis, qu'est-ce qui a fait que tu sois retenu? Parce qu'en fait, concrètement, c'est juste un dossier. Mais après, enfin, comment s'est fait la sélection? Il y a eu un dossier qui a été envoyé, j'imagine. Après, tu as dû échanger avec quelqu'un, j'imagine. Ah ben totalement. En fait, le lien Le que tout le monde peut processus, ouais. trouver Ouais. sur Internet, en fait, c'est un premier dossier, une première série de questions pour appréhender le projet avec une vidéo. Donc, je vais être honnête, j'ai pas fait un super montage de vidéo. J'ai fait une vidéo selfie sur mon canapé aussi simplement que je le fais aujourd'hui pour parler de mon projet. Avec des bullet points bien particulières, le projet, ce que c'est, nos objectifs, nos ambitions, nos réussites, nos échecs, qu'est-ce qu'on voit demain et pourquoi on veut aller sur cette émission. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, une fois que vous passez cette étape-là, il y a une sélection qui s'enclenche où vous avez différentes personnes au téléphone, vous avez de nouveaux dossiers à compléter, un peu comme pourrait l'être une due diligence, en fait. C'est un petit peu plus simplifié, mais c'est la même chose. Et c'est en fait, quand on prend de la hauteur sur ce que moi j'ai vécu pendant ces mois et ces mois, parce que c'est assez long, hein, le processus, ça commence en début d'année et ça s'arrête l'été, hein. Donc c'est quand même très très long. Mais ça vous permet aussi de vous replonger dans le dossier et dans certaines cases dans lesquelles, par exemple, vous n'auriez pas assez travaillé ou que justement vous êtes plutôt en réussite, en échec, pour aussi le mettre en avant. Parce que c'est pas une émission de télé-réalité, c'est une émission qui permet de mettre des entrepreneurs sur le devant de la scène avec des projets. Donc, il faut dire ce qui est vrai, la vie de tous les jours, les réussites, les échecs, les super opportunités. C'est hyper important, je pense, et c'est ce qui a plu potentiellement, je pense, dans mon dossier. C'est cette façon d'amener le sujet en disant que oui, je suis une toute jeune entrepreneur, j'ai un projet de dingue entre les mains et j'ai besoin d'aller encore plus loin. Et pour ça, j'ai besoin à la fois d'avoir des invests à mes côtés et d'être visible au plus grand nombre. Avant de découvrir le résultat de l'émission, ce que tu as obtenu avec l'émission, euh, c'était à double tranchant quelque part. Moi, la question qui me vient, c'est à double tranchant. Je veux dire, si la prestation n'est pas très bonne, si les investisseurs reconnus qui sont devant toi et disent bah, votre projet n'est pas très bon, c'est à double tranchant pour ta société après, non? T'as pas réfléchi à ça? Oh bah si, si, c'est pour ça que j'arrive stressée sur le plateau, on le voit, hein. Me connaissant, on voit que les premiers pas sur le plateau, je suis un peu stress. Mm. Mais après, les investisseurs devant lesquels j'ai pitché sont hyper bienveillants. D'accord. Ils sont pas là pour nous casser du sucre sur le dos, bien au contraire. Ils savent qu'en face d'eux, il y a un entrepreneur qui porte un projet, qui s'est investi pendant un certain temps pour en être là où il est au moment de la présentation. Donc, je pense pas que leur objectif soit d'être méchant, bien au contraire. Et ils l'ont fait dans l'année, sur l'année où nous, on est passé. Il y a eu des projets qui n'ont pas été accompagnés, où ils ont dit, bah, c'est peut-être un petit peu trop, voilà, il faut peut-être changer l'histoire, modifier certaines choses. Mais en tout cas, ils sont très bienveillants. Et oui, ça aurait pu ne pas marcher, mais en tout cas, je m'en sors bien puisque ça a bien marché. Pour passer à l'émission, ils te coachent en fait, ils te disent comment présenter ton projet, enfin, ils te laissent un peu de liberté, Accompagné. mais est-ce qu'il y a un cadre en fait? Est-ce que tu es coaché à présenter le projet?
Ouais, on est coaché pour qu'on ne paraisse pas aussi ridicule à l'antenne, puisque c'est quand même 2 à 3 millions de téléspectateurs chaque année. Ah oui, oui, c'est Donc, ça, c'est oui. c'est pas anodin, hein. Voilà, tu Mm, l'as dit très bien dit, hein. Il y a aussi une marque qui se fait à la sortie de l'émission. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Et oui, on est coaché à la fois sur la levée de fonds en elle-même, sur ce que l'on aimerait dire, pas dire. On échange, en fait, c'est vraiment un échange. Après, c'est pas on n'a pas des phrases préfaites avec les soupirs, les deux points, on ouvre les astérix avec il dit mm. ça, puis il dit ça. Non, non, c'est pas du tout ça. Il y a une colonne vertébrale pour que tout se passe bien. Et après, c'est vraiment un sujet à de l'improvisation, du feeling naturel, l'échange. Et puis, c'est ce qui en ressort, je pense, en tout cas, quand on regarde Alors, l'émission. pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission, ceux qui n'avaient pas de télévision comme moi, le résultat, quel est-il? Eh bien, je suis très fière d'avoir dans mon board aujourd'hui trois investisseurs incroyables qui sont Jean-Pierre Nadir, Éric Lachevêque et Delphine André. Et au moment de l'émission, on a sollicité 200 000 euros contre 20% de la société qu'on a eu. D'accord, d'accord. Voilà. Et avec le recul, ils t'ont dit pourquoi ils t'avaient choisi, enfin, ils avaient Ouais, accepté. pour le projet. Alors, il y a deux choses. C'est à la fois le projet qui avait du sens, qui était présent sur un marché d'avenir, parce que l'intergénérationnel, il y a un an, on en parlait encore moins qu'aujourd'hui, et puis demain, on en parlera probablement encore plus qu'aujourd'hui. Ça touche des cibles où aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour le logement. Donc, c'est important, il y a un vrai besoin. Donc, ils ont vu la scalabilité et la capacité de pouvoir aussi développer une entreprise sur ce marché-là. Et puis, ils me l'ont dit, c'est la personne, c'est le porteur de projet qui a Ouais, fait qu'ils ont suivi. comme on voit, tu es dynamique. En fait, je pense que ça joue beaucoup aussi, hein. Oui, puis c'est un projet qui me Dynamique, tient à cœur. passionné, passionné, enfin, Personne. passionné ou intéressé par son projet, ça joue, à mon avis, ça joue émotionnellement, ça doit jouer aussi. Oui, oui, sûrement. Je pense que quelqu'un qui n'aurait pas vécu ce que j'ai vécu pour la jeunesse du projet n'aurait peut-être pas eu la même présentation, la même motivation. Ouais, c'est une évidence. Ouais. Ensuite, donc ça, c'est le court terme, donc tu as eu de nouveaux associés. Par la suite, est-ce que ça a facilité quelque chose? Est-ce que tu es plus reconnu par des gens avec qui tu voulais travailler et est-ce qu'ils t'ont amené des contacts, d'autres investisseurs? Quelle est la suite en fait? Alors, ça ouvre énormément de portes. Ça nous a permis de transformer des partenariats qu'on avait en pourparlers avant l'émission, qu'on a contractualisés et sur lesquels on est encore en train de travailler aujourd'hui. Ça nous a ouvert aussi le champ des possibles avec nos utilisateurs, c'est-à-dire que notre base de données a fait x2. On a dépassé les 15 000 utilisateurs inscrits sur notre site. On a fait plus de contrats. Alors après, je suis hyper transparente. C'est pas le soir de l'émission. On a tout transformé, hein. On n'est pas une entreprise de produits, on est une entreprise de services de long terme et d'engagement dans la vie privée. Donc aujourd'hui, on accompagne des gens qui nous ont vus et qui se sont inscrits le jour ou les quelques jours après l'émission de qui va être mon associé. Parce que ça correspond aussi à l'aspect cyclique de notre activité, puisque c'est la rentrée universitaire, Ah, c'est d'accord, maintenant. bien sûr. Donc, ça a mis du temps. On aurait voulu que ça aille plus vite. Ça a mis du temps, mais aujourd'hui, on chouchoute les gens qui nous ont fait confiance depuis l'émission et on espère les accompagner le plus possible, en tout cas là, dans les jours prochains. Alors, le sujet de masterclass, si je voulais faire une parenthèse absolument sur l'émission, le sujet, c'est créer un projet engagé avec ou sans les décideurs. Mm. On parle de politique et grands groupes. Ouais. La première chose, peut-être définir ce que c'est qu'un projet engagé. D'ailleurs, là, je vais apprendre quelque chose. On le devine, mais concrètement, ça veut dire quoi? Mais en fait, c'est un projet engagé. Déjà, c'est quoi l'engagement? Alors, ça peut paraître bête, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé sur Internet une définition que je vais vous dire parce que je trouvais qu'elle avait beaucoup de sens. C'est l'acte de s'investir. Mais s'investir, ça veut dire quoi? S'investir, ça peut prendre plusieurs formes. C'est des formes passives, actives, inclusives, professionnelles, personnelles et ou les deux. On peut parler de contribution de sacrifice, parce que c'est ça aussi l'engagement, et ça peut répondre à un objectif collectif ou individuel. Et je pense que c'est important de remettre la définition correcte avant de comprendre l'importance de l'engagement dans un projet parce que finalement, ça va apporter une contribution significative ou un impact positif au projet. Je vais prendre l'exemple de Colibri, puisqu'on est, nous, un Colibri intergénération, on est vraiment dans un projet qui est engagé. Notre action, c'est de s'investir aux côtés de nos utilisateurs pour leur proposer un service qui leur correspond. Mais pas que, c'est s'investir à côté d'entreprises
à côté de politique. Politique, on peut parler des maires, des représentants de communes, du gouvernement, de lobbying, pour justement donner encore plus de sens au concept pour atteindre nos utilisateurs et servir une cause. Ça, c'est hyper important de le comprendre. D'accord. Dans ton esprit, servir une cause ou avoir une mission, c'est un peu pareil? Oui, en fait, parce que en fait, quand on sert une cause, on va finalement s'engager dans une mission. C'est en fait la mission, c'est la ligne conductrice de tout ça. Oui, Euh, pour moi, c'est ce qui nous dépasse, en fait. C'est pourquoi, vraiment, la raison, la vraie raison pour laquelle on mène un projet. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a la raison, il y a l'engagement, il y a la mission. Je pense que un projet qui est engagé, il doit bien identifier ces trois points pour pouvoir mener à bien son objectif et ses ambitions. Certains vont dire qu'en fait, certains vont dire que être un projet engagé n'est pas forcément compatible avec une société commerciale. Alors, je l'ai déjà entendu, tout à fait. Et Je confirme ce que tu veux. justement. On a été assez et suffisamment attaqué par certains acteurs du marché pour nous dire que si nous, on avait mis l'étiquette SARL au début, puis SAS maintenant, c'est parce qu'on voulait faire de l'argent et qu'on était opportuniste du marché. Pas du tout. Si aujourd'hui, moi, j'ai pris cette décision de faire une entreprise privée, c'est justement pour faire de la levée de fonds, attirer à mes côtés des investisseurs, des experts pour aller encore plus loin dans mes D'accord, ambitions. bien joué. C'est ça ma philosophie de vie. C'est une association où aujourd'hui, elle est limitée dans son champ d'action, dans son territoire et dans son champ d'action. Moi, aujourd'hui, je fais ce que je veux quand je veux. J'ai une agilité incroyable entre les mains, à condition que je valide ce que je veux faire avec mon board et qui m'accompagne pour qu'on aille encore plus loin ensemble. Ça demande quand même pour toi aussi de choisir tes associés. C'est-à-dire, en fait, Clairement. si tu fais une autre levée de fonds, ça va demander, tu vas devoir faire un choix pour rester dans un projet engagé. Si en fait, toi, ça peut dériver pour certains. Non, mais je pense que les gens, ils ont compris où je voulais aller. Si des gens viennent D'accord. toper à la porte pour me dire, bah, je voudrais mettre, je prends un exemple, 100 000 euros dans la société, il faut qu'ils cochent ces valeurs-là, cet ADN. On ne fera pas de quantité au détriment de la qualité et on ne fera pas de quantité au détriment de notre mission principale. Parce que c'est ce qui nous compose, c'est notre ADN. Et c'est pour ça que les gens viennent nous chercher, nous, Colibri Intergénération. Les éléments clés d'un projet engagé, est-ce qu'on peut les résumer? Bien sûr. Oui, Alors, en fait, il y a différentes composantes essentielles qui font qu'un projet il est engagé aujourd'hui et qui suscite l'engagement. Parce qu'on peut avoir un projet engagé, mais ne pas susciter d'engagement. Il faut une clarté de la mission. Ça, c'est hyper important. Où est-ce qu'on veut aller? Comment on veut y aller? Avec qui on veut y aller? Il faut de la pertinence dans ces actions du quotidien. Il faut vraiment avoir une ligne conductrice qui est très claire, visible de tous, du simple lambda ou de la personne qui comprend rien à la personne la plus experte du marché de la silver economy. Ça, c'est hyper important. Et il faut une communication efficace. Et là-dessus, je vais rester un peu plus longtemps sur ce terme. Euh, Si aujourd'hui on a fait une société privée, c'est parce qu'on a voulu aller chercher des fonds. Et ces fonds, à quoi ils nous ont servi? Principalement à communiquer. Parce qu'on n'a pas inventé le concept. On a créé une innovation de service grâce à ce matching et ce site Internet qui, pour moi, était le frein qui faisait que depuis 30 ans, le concept ne décollait pas en France. Si je fais un site et un matching, mais que derrière, je n'associe aucune communication, ça ne marchera pas. Et donc, aujourd'hui, si notre projet il est engagé et qu'on a suscité l'engagement et qu'on arrive à écrire une belle histoire, c'est parce qu'on a une communication qui est claire, comprise et qui est efficace. d'accord. Oui, parce qu'en précisant, en fait, qu'effectivement, si on voit le nombre de foyers, on va dire des chiffres, mais si on va dire s'il y a peut-être, à mon avis, peut-être 5 millions de foyers potentiels, alors j'ai à la louche, hein, les amis, c'est à la louche, hein. 5 millions de foyers potentiels de personnes âgées qui pourraient être dans ce service-là. Quand je dis 5 millions, on va dire, dans ma tête, c'est plutôt les personnes veuves, en milieu urbain, et avec, ce que je dis, avec un logement assez important, assez grand. Euh, Effectivement, d'un côté, je dis 5 millions, mais ça peut être 4, hein, les amis. 5 millions, de l'autre côté, il y a moins de 10 000 cohabitations. Ah ben, il y a, Et il y a un donc, et donc, gap. et donc, en fait, pour faire le lien, toi, ça va être en partie la communication. Très clair, c'est exactement ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que la communication
qui est l'étape principale parce que la communication va nous permettre de toucher nos potentiels utilisateurs Mm. et va aussi nous permettre de toucher nos potentiels partenaires. Mm. Parce que, il faut être très clair, quand on démarche un partenaire et que le partenaire est d'accord pour travailler avec nous, il y a une histoire qui s'écrit, il y a des actions qui se mettent en place avec eux. Quand eux vont relayer un message sur leur propre réseau, ben, ça coûte zéro pour nous, déjà. Et surtout que ça a un impact derrière plus important, puisque eux, généralement, les partenaires avec qui on travaille, ce sont des partenaires qui ont un certain nombre de clients plus importants que ce que nous, on a aujourd'hui. C'est comme ça qu'on arrive à se développer, hein. Donc, c'est l'effet de l'impact de leur communication est 10 fois plus important que si nous, on communique sur Facebook, hein. Le projet engagé, pour toi, en fait, il y a une question qui me vient là. Le projet engagé, pour toi, c'est forcément un service avec des humains. Si toi, en fait, tu crées, entre guillemets, tu sauves la vie d'un étudiant qui pourrait peut-être pas se loger. Et donc, toi, tu lui permets, en fait, de continuer ses études. Et puis, on imagine que ce que ça permet, en fait. Ça permet plus que de trouver un logement, hein. La Ça personne donne âgée, ça lui permet de rester chez elle, etc., puis de ne pas être seule. Donc, en fait, ça apporte un bénéfice humain qui est très, très fort. Est-ce que un projet engagé à toi est lié à un projet humain fort? Alors, je vais prendre un exemple, mais sans m'en vouloir, les amis. Euh, euh, si je fais de l'aménagement de la salle de bain, par exemple, est-ce que ce projet, tu peux le voir enfin, voilà, je crée une société pour aménager la salle de bain. Mhm. Comment transformer ce projet-là pour qu'il soit engagé? C'est ce que je veux dire, en fait. Parce qu'il n'y a pas vraiment autant, bon, il y a un impact, on reste, le personnage reste chez elle, mais je trouve que l'impact émotionnel est quand même, humain est quand même moins fort, non? Alors, c'est différent de par le giron de l'activité, le concept même, mais pour autant, il Hmm. peut être extrêmement engagé parce que qui dit salle de bain qui soit réellement, qui correspond réellement aux besoins de la personne en fonction de son âge, son autonomie, etc., peut lui permettre de rester vivre chez elle en toute sécurité, éviter de chuter, pas se blesser. Donc, du coup, ça répond quand même à l'enjeu du bien vieillir chez soi quand on vieillit. Donc, ça fait partie du projet engagé à une dimension sociétale probablement différente quand même, mais pour autant, ça reste un projet engagé dans une démarche du bien vieillir chez soi. D'accord. Mm. Tu as un exemple de cas, autre que Colibri Intergénération, que tu trouves intéressant comme projet engagé? Moi, c'est Tom et Josette hein, que je suis depuis le départ qu'ils se sont créés parce qu'ils sont très proches on va dire, de la valeur intergénérationnelle qu'on défend. Eux, c'est l'extrême, c'est carrément l'extrême. Donc, je trouve que c'est encore plus motivant. C'est et les enfants bas âge et les seniors en maison de retraite. Donc, c'est deux lieux de vie vraiment qu'on a séparés encore plus pendant des années que des résidences universitaires et maisons de retraite EHPAD. Donc, il y a encore plus de sens. Et on voit bien que quand on communique correctement et qu'on choisit sciemment et intelligemment ses partenaires, on arrive à créer une belle histoire. Et c'est ce qui se passe avec Tom et Josette aujourd'hui. J'ai envie de te provoquer un peu. Si Colibri, Hmm. si je crée un projet concurrent à Colibri, et que bon, c'est que pour l'argent, en fait, je cherche à le développer. Il y a pas, et puis il n'y a pas d'engagement en fait. Que pour l'argent, enfin, je m'intéresse, il y a pas de mission, il n'y a rien, c'est cumuler des cohabitations. Euh, un projet engagé, à ton avis, va réussir plus ou moins qu'un projet qui sont non engagés? En fait, est-ce qu'il y a un bénéfice derrière au niveau de la croissance, par exemple, d'un projet, à ton avis? Ouais, je pense qu'un projet engagé a peut-être une croissance un tout petit peu plus longue, mais le retour sur investissement est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que quand on va mesurer dans le temps, on perdra moins de clients que quelqu'un qui fera du one-shot que pour de l'argent. Aujourd'hui, oui, on a un site internet, on prône le digital, mais on a une équipe aujourd'hui qui accompagne nos utilisateurs. Donc, on a un Jean-Baptiste, on a une Pamela, une Coralie, que les gens savent identifier et qu'ils peuvent avoir au téléphone. Le digital n'exclut pas l'humain en tout cas dans notre projet. Et je pense que c'est notre force. On est sur un matching, mais ce matching, il a été travaillé par des humains, il a été automatisé après, et on a une équipe au service de nos utilisateurs. Donc, on a fait en sorte de cocher toutes les cases pour permettre de suivre nos utilisateurs dans le temps. Parce que si on n'a pas ça, les utilisateurs, ils vont faire une première expérience, et puis ils vont dire, ouais, bon, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis j'arrête. Non, il faut qu'ils y trouvent un intérêt de continuer avec le tiers de confiance qui les a accompagnés. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le voit et qu'on le ressent aujourd'hui, parce qu'on vient de fêter nos 4 ans.
Et aujourd'hui, on renouvelle 95% de nos contrats chaque année. Ouais, Alors, on a commencé petit, hein, clairement, hein. Au début, c'était même un POC qui était gratuit. Donc, autant vous dire que celle-ci, je l'ai faite, j'aurais dû m'y reprendre à deux fois, je pense, avant de le faire, puisqu'on a eu le Covid juste après. Mais nos 30 premiers contrats qu'on a fait étaient totalement gratuits. Donc, de 30, on est passé à 190. De 190, on passe à 250. Et puis, on a franchi les étapes, etc. Et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir dépassé les 750 contrats signés. Donc, on a accompagné 1500 personnes, hein, 750 binômes. d'accord, donc le fait que, pour ta vision, c'est que le fait que ton projet soit engagé, il y a une plus grande pérennisation Oui. des cohabitations qui sont déjà menées. Il n'y a pas à chaque fois à rechercher des nouveaux tandems, en fait, binômes. Alors, on continue de communiquer parce que nous, ce qu'on veut, c'est Sûr. vraiment Oui. passer de 500 à 700 contrats signés l'année prochaine à 1500, voire plus. Nous, on veut 50 000 utilisateurs inscrits sur notre site internet d'ici 2025. 2025, on va pas dire que c'est demain, mais c'est après-demain, hein. Donc, il y a un véritable enjeu. Et il faut être honnête que si les gens qui utilisent une première fois votre service, ils sont contents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en parler autour d'eux. Et je pense que la meilleure des recommandations et des cibles pour aller chercher de nouveaux clients, c'est nos clients d'aujourd'hui, c'est le bouche à oreille. Tu voulais parler également de l'importance de la collaboration. Ouais, parce qu'en fait, c'est hyper important quand on se crée. Et là, je vais prendre vraiment mon exemple personnel. C'est que moi, je suis une nouvelle entrepreneuse. Avant Colibri Intergénération, j'ai toujours été salariée. Et je pense que si aujourd'hui, on ne se rend pas compte que la collaboration peut aider à avancer sur un projet, à structurer, on se plante. C'est comme la création d'un réseau pro. C'est tout seul, on n'avance pas. Quand on a besoin d'aide, il faut savoir vers qui aller. On n'est pas, moi personnellement, je ne suis pas une superwoman et je ne connais pas tout de tout. Si j'ai des interrogations et besoin d'aide, je vais aller chercher quelqu'un. Et bien la collaboration, c'est pareil. La collaboration avec un grand groupe, elle s'inscrit dans une démarche gagnant-gagnant. Donc, alors là, bon, je dirais un peu ce que je pense. Comme en fait, en France, c'est quand même assez, mais bon, pas que la France, hein, on est quand même assez, on va dire, égocentré. Sans, je ne pas d'égoïsme, mais égocentré. Comparé aux Allemands, ils sont plutôt collectifs pour eux, hein, on va dire ça, collectifs pour eux, et égocentrés, etc., mais collectifs pour eux. Ça te demande d'avoir une grille de lecture, de sélection des partenaires. Mm. Bah oui, on travaille pas avec tout le monde, hein. On travaille avec des D'accord. partenaires qui ont dans leur ADN ou dans leur plan d'action des valeurs identiques, des objectifs communs. Je prendrai le cas du Crédit Agricole Île-de-France, avec qui nous avons commencé à travailler il n'y a pas très longtemps. Euh, on a le même ADN, le partage, l'humain, le ensemble, solidaire ensemble. C'est énorme. Parce que si vous partagez les mêmes valeurs, vous construirez un partenariat qui a du sens, une collaboration qui est active. Parce qu'on pourrait signer 500 partenariats, mais si vous signez un partenariat qui ne vit pas, ça ne sert à rien. Vous perdez tous du temps, c'est inutile. Il faut choisir ses partenaires, travailler activement avec eux, mais même aller plus loin. J'en parle, l'engagement avec ces décideurs, c'est de travailler avec eux. Il faut travailler avec eux. On s'apporte mutuellement, on construit, on déconstruit, on suit, on discute. C'est hyper important pour que ça fonctionne. Autre grande partie, tu voulais parler également de l'engagement des décideurs Ah, politiques et grands je viens groupes. d'en parler un peu, ouais, effectivement. Ouais, on enchaînait, mais bon, bah, ça sera dans. Mm. On enregistre dans le live. En live. Euh, Déjà, pourquoi tu sépares, enfin, voilà, pourquoi tu voulais parler de ce sujet-là? Le pourquoi déjà? Parce que aujourd'hui, je suis un peu, des fois, j'aimerais bien que ça change un peu les choses sur tout ce qui est décideur, c'est-à-dire les politiques. Je trouve que c'est un petit peu trop mou sur certains sujets, c'est très actif sur certains, et puis sur d'autres, il faut vraiment ramer comme des malades pour que ça fonctionne, et c'est notre cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques avaient mis sur la plupart des listes électorales le fait de vouloir travailler cet intergénérationnel, le bien vieillir des seniors, améliorer le quotidien des jeunes et le pouvoir d'achat. On est vu, on fait le premier contact, ça marche bien, etc. Et puis ça prend tellement de temps à construire quelque chose quand on construit quelque chose. Et c'est là où je vois qu'il y a eu quand même certains freins encore aujourd'hui, et peut-être même d'ailleurs encore un fossé entre le public, le politique et le privé. Et je trouve ça bien dommage. Et je pense qu'aujourd'hui, pour travailler avec des décideurs politiques et des grands groupes, il faut vraiment qu'on soit engagé dans le projet ensemble, voire qu'on parle d'influence en fait. C'est-à-dire qu'on va discuter ensemble de comment faire pour améliorer un projet, même jusqu'à aller sur les réglementations.
Et là, je parle des exemples des lobbying, des alliances, des filières, des regroupements qui existent. Et pour autant, bah, il y en a plein qui existent dans la silver economy, mais je trouve que malheureusement, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Alors, c'est pas accessible à tout le monde, hein. On va en parler. Mais c'est aussi le fait que la silver economy, ça regroupe tellement de sujets et tellement de secteurs d'activité que est-ce que c'est possible, toi, ce que je veux dire, est-ce que, il y a bien un axe, il y a des axes qui ont été pris dans la filière silver economy, c'est un axe de l'aménagement des domiciles, par exemple. Mais le tourisme, par exemple, est complètement absent de la filière. Moi, je vais me faire des ennemis, là, mais complètement absent de la filière. On voit bien des entreprises comme Damar, Vacances Bleues, des historiques sur les seniors, ils ne sont pas dans la filière. Non, mais il y a un vrai intérêt aujourd'hui de construire cette filière, même si elle a 10 ans. Mm. 10 ans, c'est jeune finalement pour une filière, hein. Il faut la construire. Il faut que cette filière, elle donne accès aux jeunes startups, aux jeunes entrepreneurs, aux plus anciens, parce que c'est comme ça qu'on va confronter des points de vue qui finalement soit s'opposent, soit se complètent. C'est hyper important. Et donc, du coup, il faudrait que la filière bah, se sous-catégorise finalement, avec un représentant de la filière en général et des représentants de sous-thématiques de filière, pour qu'ensemble, sur des parties prenantes, on puisse discuter de sujets, le travailler ensemble et le présenter aux responsables de filière pour que ça ait du sens. Parce que l'objectif du représentant de la filière, c'est quand même d'aller chatouiller les politiques pour leur dire, voilà, où est-ce qu'on en est. On voit tous les problématiques du moment. Il faut y apporter des réponses. Pourquoi? Parce que demain, les seniors, c'est nous. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de vieillir dans une société actuellement avec ce qui se passe sur les seniors. Et on le voit tous. Moi, je n'ai pas des œillères. Je vois ce qui s'est passé dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Je vois ce qui se passe dans tel ou tel secteur. Voilà, il faut qu'on arrive ensemble à porter un message commun. Et c'est ça qui va faire la force et qui va faire qu'on va retenir l'attention aussi des décideurs. C'est important. Donc, l'idée, en fait, ta vision, c'est c'est ensemble, en fait, on est plus fort. Ouais, On agrège ensemble des grands groupes qui sont une force encore un peu plus importante, c'est ça que j'imagine, tu me diras si c'est juste, si c'est ça, pour aller faire pression pour que les choses avancent pour les personnes âgées. c'est exactement ça. C'est une filière, il faut sous-catégoriser et dans ces sous-catégories, porter le message commun entre des jeunes, des anciens, des experts, des novices. Parce que bah, des fois, bah, les novices, on discute avec certains porteurs de projets aujourd'hui qui se mettent sur le marché, mais ils ont des idées de génie. Ah C'est ben, juste qu'ils moi, n'ont pas les moyens et l'expertise pour. oui, puis on rencontre des gens qui ont des idées, mais qui y réfléchissent hors du cadre, totalement hors du cadre. Et Donc, c'est il y génial. a, moi, la conclusion que je vois à tout ça, c'est que on peut avoir des projets engagés de dingue. Il faut qu'il y ait de l'engagement avec les décideurs et il faut qu'on construise un plan d'action commun. Voilà. C'est Il y a deux choses. Je crois qu'il y a plusieurs messages dans ce que tu as dit. Il y a le phénomène d'être ensemble plus fort pour pouvoir faire bouger les lignes et puis améliorer le sort des personnes âgées. C'est ça. Et puis après, tu as dit un autre truc, c'est permettre que les startups ne sont pas assez visibles. Je ne sais pas comment tu as dit, mais si on ne se souvient plus, mais c'est aussi la visibilité des startups. C'est ça aussi, non? C'est clair, bah oui, il faudrait comme un mentorat, par exemple, si je prends cet exemple, mais un plus ancien qui prend sous couvert une jeune entreprise ou un jeune entrepreneur, si le feeling se passe et s'ils veulent travailler ensemble, parce que bah, l'expertise du plus ancien et les portes qu'il se sera pris et les réussites permettront aux plus jeunes de gagner en termes de temps, de gagner en termes de transformation, parce qu'une startup, par définition, maintenant, aujourd'hui, elle intéresse des investisseurs si elle est rentable. C'est plus le projet en lui-même, ça c'est fini hein, maintenant. Ça y est, le marché a changé. Donc, s'il n'est pas rentable au bout de 4, 5 ans, voire 3 ans, bah, ce sera compliqué demain pour lever des fonds, donc pour se développer et pour faire de la croissance. Et c'est peut-être pour ça qu'il est intéressant aujourd'hui d'essayer de construire dans cette filière, justement, une catégorie avec des plans d'action communs et partagés entre nous. Alors, il faut des plans d'action qui sont en phase avec le timing de startup. Exactement. En fait, je pense que c'est un vrai mélange de pas mal de choses. À en discuter avec des jeunes qui se créent. Alors, je dis pas que je suis une ancienne, attention, hein, mais beaucoup de gens viennent me chercher pour savoir comment on peut faire ça sur un projet engagé. Je donne pas beaucoup de mon temps et pourtant, ça permet d'aider ces jeunes gens à se lancer. Donc, je me dis que si on arrive à faire ça avec des grandes entreprises qui sont reconnues, engagées, qui ont une belle croissance, qui ont une belle image à partager avec des jeunes, ça peut être que gagnant, quoi. Et là, la filière aura beaucoup plus de sens. Le lobbying derrière sera encore plus important.
Comment est-ce qu'on convainc un grand groupe de s'intéresser à ces sujets-là? Parce que moi, bon, je ne vais pas dire la marque, mais on travaille avec un grand groupe, euh, on a la question. Ouais, Comment, mais parce que comment est-ce qu'on convainc le projet est avancé, il est analysé, je le trouve intéressant, mais bon, voilà, il faut encore convaincre en interne. Hmm. Bah, en fait, il faut ne pas hésiter, il faut oser aller à la rencontre de ces gens-là, oser susciter un entretien. Et même une fois que l'entretien il est fait, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer justement à créer le lien parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on a un entretien téléphonique avec le PDG d'une super boîte que le lendemain tout se fait. Non, les partenariats avec des grands groupes, ça prend du temps à se mettre en place. Ça se modifie, on rencontre différentes personnes tout du long du processus. On construit en fait, on construit une histoire à deux. Et c'est important, il ne faut pas baisser les bras, il faut y aller. Il faut surtout, je pense, être honnête dans ce que l'on dit. Ça ne sert à rien de vendre du rêve, ça ne sert à rien de mentir, d'exagérer, pas du tout. Il faut vraiment mettre en avant son ADN, ses valeurs et nos ambitions de développement. Et c'est ça qui est important parce que c'est là-dessus que le groupe que l'on vise en termes de partenaire, c'est ça qui, lui, il va se dire, ah ben oui, finalement, on coche les mêmes valeurs, on va dans la même direction, vous venez compléter quelque chose qui me manque, ou vous venez confirmer ce qu'on a déjà tenté de développer parce qu'on n'a pas eu les moyens de faire ou parce qu'on s'est planté. Il y a plein de choses. Je pense que l'important, c'est de choisir ses partenaires pour avoir le temps de dialoguer avec eux dans le temps pour que quand le partenariat se met en place, il y ait vraiment une base de travail active et gagnant-gagnant pour tout le monde. Tu avais une baguette magique, en fait, pour ton sujet pour ton sujet intergénérationnel. Enfin, comment que tu verrais cette sous-filière? Tu verrais la sous-filière sur le côté intergénération pour toi? Donc, en fait, et dans ce cas-là, en fait, il y a différents secteurs. En fait, on peut même le tourisme intergénérationnel, par exemple. Ou est-ce que tu le verrais quand même plus recentré sur l'habitat? Alors, j'irais même un petit peu plus loin, je mettrais une filière de l'habitat partagé, parce que dans l'habitat partagé, il y a déjà beaucoup de choses en fait. Parce que c'était Alexandre Faure qui avait créé un groupe où dans l'habitat partagé, je me suis sentie finalement un petit peu exclue parce qu'on n'avait pas la même dimension de l'habitat partagé. Parce que normalement, l'habitat partagé, c'est un ensemble de mètres carrés dans lequel vont vivre des gens mais c'est pas la maison du senior dans lequel il va y avoir des mètres carrés dédiés à un jeune sous couvert de mettre de l'intergénérationnel sur le devant du projet. Ça, voilà, déjà, on est sur deux discours, deux attentes totalement différentes. Et je pense que la difficulté, elle est là. Ouais, Enfin, c'est une ça. des Il faut difficultés, trouver, il faut trouver la ligne conductrice de chaque sous-catégorie et potentiellement peut-être que des entreprises, je ne parle pas forcément de colibri intergénération, mais peut-être que des entreprises peuvent cocher deux cases. Ça sous-entend qu'il y a un travail sur deux sous-catégories à faire. Mais il ne faut pas trop être général parce que ça fait perdre des gens. ça dépend des gens. Puis en fait, bon, il y a des alliances qui existent, hein. Puis moi, je trouve ça vraiment génial, ces alliances, mais il faut aussi avoir les mêmes clients. C'est-à-dire, en fait, on peut faire l'intergénération. Par exemple, si on dit, voilà, bon, alors, je prends un exemple. Si on dit l'axe, c'est intergénération, mais c'est pas celui que tu as pris, mais juste mon propos. Je veux dire, mettre une entreprise qui fait l'intergénérationnel entre les jeunes grands-parents et petits-enfants, ou toi qui fais des plus âgés avec des étudiants, tu vois, au final, c'est difficile de les mettre ensemble. Parce qu'il y a il y a des alliances qui ont existé dans le passé. Bien sûr. Ça a très souvent buté sur ce phénomène, sur cet aspect-là. Mais parce qu'en fait, tu as raison, on n'a pas les mêmes clients. En fait, Ouais. je parle de Tom et Josette. On pourrait créer une filière, une sous-filière intergénérationnelle où on met les associations de cohabitation intergénérationnelle, on met Colibri, ses concurrents, on met Tom et Josette, on en met plein. Il y en a plein qui existent. Mais attention, on n'a pas tous les mêmes clients. Donc, ce ne serait pas super opportun. Par contre, si on met dans une même sous-filière les entreprises nouvelles ou anciennes qui ont les seniors de plus de 60 ans, propriétaires, locataires autonomes, et les jeunes de moins de 30 ans, là, par contre, il y a un travail commun, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partager ensemble le vivier de nos actions. Et ça évite de perdre du temps. C'est justement l'intérêt aussi de ces sous-catégories, c'est de gagner du temps pour transformer plus vite et montrer qu'on a des entreprises aujourd'hui qui vont répondre à un vrai besoin sur le marché, donc répondre à une vraie problématique qui chatouille les politiques et les grands groupes. C'est-à-dire qu'à la base, il y a quand même le présupposé que pour faire développer ces sujets-là,
Il faut l'intervention des politiques. Ouais, moi j'en suis convaincue. Et pourquoi? Parce que c'est à un moment donné, lorsque les politiques s'emparent d'un sujet, ils le cadrent par des lois. Et là, je vais prendre l'exemple de la loi Elan. C'est bien d'avoir une loi, c'est très 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 bien puisque ça évite toute dérive. Pour autant, aujourd'hui, la loi Elan, elle est plus vraiment adaptée. Donc, si les politiques n'ouvrent pas les yeux et regardent clairement ce qui se passe dans le côté opérationnel, ils ne pourront pas améliorer cette loi. Ah oui, c'est ça D'accord. qui est important. Nous, on est là pour montrer l'opérationnel, les politiques pour encadrer l'opérationnel. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme l'histoire de la circulation routière. On met des limitations de vitesse sur des routes parce que malheureusement, plus on roule vite, plus il y a d'accidents, plus il y a de décès. Eh ben, c'est la même chose. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Là, la loi du grand âge, elle peine à arriver. Elle est faite, elle est défaite, elle est proposée, elle est remaniée. Pourquoi? Parce que ça manque d'échanges. Ça manque d'échanges. Les gens qui arrivent pour travailler sur cette loi-là n'ont peut-être pas forcément tout en main sur le côté opérationnel de la chose, parce que on ne va pas forcément sonder les bonnes entreprises, ou en tout cas tous les acteurs qui se bougent dans le quotidien pour montrer ce qui va, ce qui ne va pas, quels sont les objectifs, quelles sont les ambitions, quels sont les freins, toutes ces petites choses-là. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faudrait, alors, je ne demande pas à créer des postes de représentants politiques sur chaque corps de métier, mais il faudrait qu'il y ait plus d'action entre le marché, l'opérationnel et les décideurs politiques. Et pour ça, je suis convaincue que la filière, le lobbying, c'est la solution de demain. Encore faut-il que cette filière euh, soit restructurée grâce aux nouveaux acteurs qui sont arrivés depuis ces 10 dernières années, je rappelle que la filière a 10 ans et qu'en 10 ans, beaucoup de choses changent. Une conclusion, masterclass. Bah, la conclusion, c'est pour moi, je trouve que la filière de la silver, ouais, elle est super, mais qu'il faudrait qu'on se réunisse à un moment donné avec les représentants, les actuels de la filière pour travailler ensemble ce projet parce que c'est un projet commun. Je pense qu'à partir du moment où on devient acteur de la silver economy, on devient forcément acteur de la filière, forcément, et on a une voix, on a un mot à dire, on a un retour d'expérience à partager, et il faut qu'il soit écouté pour que tout change et tout se fasse. Ça, j'en suis convaincue. Super, merci Mélanie. Ceci que je rappelle que tu es cofondatrice de Colibri Intergénération. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Cool, c'était très bien.